aujourd'hui, ce midi, je voulais vous parler de ce roman, le premier roman que j'ai écrit qui a été publié en 2013. Alors, je me suis dit que c'était une belle période cette année pour vous parler de ce livre puisque Noël s'en vient. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé comme moi à magasiner vos cadeaux de Noël, mais je voulais vous présenter Galdric sur Oriflamme qui est écrit pour les garçons de 9 à 12 ans, mais ça peut être intéressant aussi pour les plus grands. Par exemple, mon frère s'est donné le défi de le lire cet été et il ne lit vraiment pas beaucoup de livres. Je me demande même s'il en a lu un depuis qu'il a terminé l'école. Et il m'a dit qu'il avait été vraiment surpris par l'intrigue et tout ça. Il avait trouvé ça vraiment intéressant. Alors même les plus grands peuvent s'intéresser à Galdric sur Oriflamme. Alors, je vais simplement vous lire le premier chapitre ce midi. Alors, je vais peut-être vous dire avant, au dos, je vais vous donner le résumé du livre. Alors, Galdric a été abandonné sur le seuil de la maison des Dumoulin, rue du Moulin à Dumoulainville, il y a 14 ans. Et son enfance a été douloureuse, toujours à servir ses parents adoptifs et leurs jumelles, sans récompense ni appréciation. Mais au matin de son 15e anniversaire, ses parents naturels reviennent le chercher et Galdric hérite d'une planète à condition de sauver sa nation. Aidé par son meilleur ami Nathan et ses parents, il traverse des épreuves pour sauver Léorie, son peuple, de la soif de conquête des flammeurs, qui sèment la désolation et détruisent toute la nature sur leur passage. Galdric doit trouver l'amulette sacrée brisée en 3 morceaux et cachée par les sages. Mais les obstacles sont de taille. Galdric a-t-il la véritable étoffe d'un roi? Réussira-t-il à sauver sa planète et son peuple? Donc, on peut voir le thème de l'environnement. Ça date pas d'hier que je m'intéresse à l'environnement. Alors, ça en parle dans ce livre. Alors, chapitre 1er. Les habitants de la maison de Pierre et Pierrette Dumoulin, rue du Moulin à Dumoulainville, sont complètement silencieux. Il est environ 2 heures du matin. Toute lumière éteinte, la maison de pierre grise, datant d'une centaine d'années, porte fièrement ses grands volets blancs. Elle grince et craque sous les bourrasques du vent d'automne. Mais les Dumoulin ne sont pas le moindrement incommodés par ces bruits et sont plutôt bercés par leur familiarité réconfortante. Le toit de tôle noire reluit sous la lumière bleutée de la lune. Par les rideaux entr'ouverts, un passant indiscret note qu'il n'y a aucun mouvement dans la maison, démontrant que la maisonnée sommeille paisiblement. En effet, les 4 habitants dorment à point fermé au premier étage. En plus des craquements de la maison, le ronflement de Pierre Dumoulin s'impose dans la demeure, bien que, depuis plusieurs années, il nie avec véhémence avoir ce défaut. À l'extérieur, un gazon bien entretenu et une allée sinueuse de pierre mènent à la porte d'entrée. Une grande clôture entoure le terrain et donne un air austère à la propriété, mais elle a l'avantage de procurer une plus grande intimité au du moulin. Un grand chêne pousse placidement à l'avant, ses feuilles procurant un peu de fraîcheur bienvenue durant les chauds jours d'été. Mais par cette nuit d'automne hâtif, le vent siffle entre ses branches dépouillées. À la recherche de quelques substances, une petite souris grise court entre les feuilles mortes qu'il a laissées tomber. Tout à coup, le système de sécurité de la maison se déclenche. Une sirène assourdissante retentit dans le quartier. En l'entendant, Pierrette Dumoulin se réveille en sursaut, effrayée. Elle ordonne d'une voix stridente à son mari d'aller voir sur le champ ce qui se passe. Pierre Dumoulin, contrarié de s'être fait réveiller de façon si brutale, grogne de mécontentement en enfilant ses pantoufles. Il porte un bas de pyjama à carreaux et une chemise jaune rendue presque translucide par des années de lavage. Malgré les plaintes répétées de sa femme, il refuse de s'en départir. Selon lui, elle n'en est que plus confortable. Son estomac est distendu et ses bras couverts de poils. Il se lève lourdement en marmonnant entre ses dents. Ce doit être encore ces satanés ratons laveurs. À moitié endormi, il descend l'escalier de bois franc d'un pas lourd et saccadé. Il grommelle de façon incompréhensible, titubant dans le noir et se guidant à l'aide de la rampe. Arrivé au rez-de-chaussée, il parcourt chaque pièce, allumant les plafonniers afin de s'assurer qu'aucun intrus ne s'y trouve. Il commence par inspecter la cuisine et constate qu'elle est toujours aussi impeccable. Pierrette ne tolérant pas la poussière, elle se fait un devoir d'astiquer tous les coins et recoins chaque soir avant de se mettre au lit. Elle ne se lasse pas de répéter qu'une cuisine bien propre l'aide à dormir paisiblement et à se réveiller fraîche et dispose le matin. Pierre Dumoulin la trouve obsessive, mais ne commente pas sa lubie.
Il redoute trop de s'attirer les foudres de sa femme, qui ne se gêne jamais pour lui dire ses 4 vérités lorsqu'il la contredit. Comme il n'y a aucun signe d'intrusion dans la cuisine, il éteint la lumière et passe au salon pour continuer son inspection sous le cri insistant du système d'alarme. Encore un peu ébloui par la lumière, il observe la pièce en clignant des yeux. Chaque coussin est à sa place et tout paraît normal ici aussi. Il inspecte ainsi toutes les pièces du rez-de-chaussée, cherchant l'indice qui lui confirmerait une possible présence. Il ne trouve rien d'anormal ou de menaçant. Là, il arrête le système d'alarme en composant le code de sécurité et rassure sa femme qui n'avait toujours pas cessé de crier. « Il n'y a rien !» hurle Pierre pour couvrir ses cris ininterrompus. « Va tranquilliser les jumelles !» Pierrette Dumoulin se calme enfin et court à séréner ses 2 filles. Réveillées par le son tonitruant de la sirène d'alarme, les jumelles terrifiées pleurent dans leur lit. Elle entre dans leur chambre pour les consoler. Elle les cajole et chuchote doucement pour les calmer en leur caressant les cheveux et les joues. Elle leur parle tendrement pour les réconforter et les compare à 2 princesses. Utilisant sa voix la plus mélodieuse, Pierrette réussit à apaiser ses fillettes chéries. La voix de leur maman les rassure et elles retombent rapidement dans les bras de Morphée. En bas, Pierre Dumoulin entreprend de remonter à l'étage pour se recoucher lorsqu'il entend un bruit insolite. Le pied posé sur la première marche de l'escalier, il suspend son mouvement et tend l'oreille pour écouter attentivement. Cela semble provenir de l'extérieur. 1 minute passe, mais le son ne lui parvient plus. Il pose le pied sur la seconde marche lorsqu'il entend le bruit de nouveau. Un son inusité aux oreilles de Pierre Dumoulin et qui ressemble étrangement à un gazouillis. Il se retourne et localise le bruit du côté de la façade de pierre grise. Il se dirige lentement et silencieusement vers la porte d'entrée qu'il ouvre délicatement, croyant trouver les animaux coupables de cette désastreuse nuit. Cependant, il reste pétrifié en découvrant un landau sur le seuil de sa porte. Pas seulement un banal landau tel qu'on peut en acheter n'importe où, mais plutôt un landau magnifiquement brodé de fils d'or et recouvert de soie d'une rare pureté, comme si elle avait été filée par les doigts agiles d'une fée. Pierre Dumoulin se penche pour le ramasser et y découvre un mignon bébé tout joufflu. Il en est tout étonné, mais ne ressent aucune compassion pour le nourrisson qui s'y trouve. Par contre, en y regardant de plus près, il remarque une lettre insérée dans les couvertures. Elle est écrite d'une main maladroite, comme si l'auteur avait éprouvé un terrible déchirement et que sa main s'en était trouvée incontrôlable en traçant chaque mot. Maisonnée du Moulin, nous vous confions notre trésor chéri, notre fils unique, Galdric. Nous devons nous en séparer, bien que nous éprouvions un mal horrible à le faire. Nous croyons que vous saurez bien vous occuper de lui, car nous avons observé avec quel amour vous traitez vos filles. Nous vous ferons parvenir de l'argent tous les ans à pareille date pour couvrir les frais d'hébergement de notre cher fils. Le jour de ses 15 ans, nous viendrons le retrouver. Je vous en prie, prenez bien soin de notre Galdric. Kouros et Constantia Mann. En regardant plus attentivement dans le landau, Pierre Dumoulin y découvre une énorme liasse de billets. Il en est fort content et court rejoindre sa femme au premier étage pour lui montrer sa trouvaille. Dans sa hâte, il dépose le berceau sur la table. Il oublie même de refermer la porte d'entrée tellement il est pressé de raconter sa découverte. À bout de souffle, il arrive dans sa chambre à coucher et brandit fièrement les billets à bout de bras. Il explique la situation à son épouse. Son récit est décousu et entrecoupé de courtes pauses, car il doit reprendre son souffle. Pierrette Dumoulin lui prête toute son attention, car les billets la fascinent. Ses yeux brillent de convoitise et elle veut tout savoir sur leur provenance. « C'est une excellente nouvelle, mon chéri, » lance-t-elle en tapant dans ses mains rapidement, tout excitée. « Nous allons garder ce bébé et nous allons enfin pouvoir joindre les 2 bouts. » En fait, les Dumoulin ne sont pas du tout dépourvus, ils sont au contraire plutôt à l'aise financièrement. Cependant, leur avarice les rend égoïstes et pingres. Ils cherchent toujours à accumuler plus d'argent, peu importe comment. Ils ne dépensent que pour gâter leurs jumelles, Aline et Agnès. Ils comblent tous leurs caprices et les 2 petites ne cessent d'en demander toujours plus. « Dormons maintenant, dit Pierrette en prenant son mari par le bras. Nous nous occuperons de cet enfant demain. » Le lendemain matin, les Dumoulin retrouvent le bébé sagement endormi dans son landau d'une valeur inestimable, exactement à l'endroit où l'avait laissé Pierre Dumoulin la nuit précédente. Pierrette inspecte le nouvel arrivant de plus près.
Elle soulève le mignon chapeau qui lui recouvre la tête. Oh, il a les cheveux tout blancs. Regarde comme il pointe dans toutes les directions. C'est dégoûtant, dit Pierrette en se reculant vivement. Elle grimace, décontenancée par cette découverte. C'est bien vrai, dit Pierre en s'approchant pour vérifier ses dires. Il adopte la même mine dégoûtée. Je n'avais pas remarqué hier car il faisait sombre et en plus je ne portais pas mes lunettes. Pierrette reprend la lettre et la tend à Pierrette. Elle la parcourt sans grand intérêt, excepté le passage qui traite de l'argent, puis la jette négligemment sur la table d'un air désintéressé. Alors, qu'allons-nous faire de ce Galdric demande-t-elle avec un air de répulsion. On ne peut pas le garder à la vue de nos clients, ce serait mauvais pour les affaires. Les Dumoulin ont transformé leur maison en auberge. Ils y accueillent des touristes venus de tous les coins du globe. Pierre réfléchit un instant, puis propose. Nous lui trouverons un coin dans la cave. En plus, il nous sera utile quand il sera plus grand. Il pourra effectuer des tâches pour l'auberge. Il fera tout ce travail en guise de reconnaissance, car il doit nous remercier de lui donner un foyer. Ce n'est qu'un orphelin après tout. Pierrette Dumoulin approuve l'idée d'un hochement de tête convaincu. Elle trouve la proposition excellente et sourit de contentement. Voyant sa mine réjouie, Pierre conclut que le plan est approuvé et se dirige simplement vers la cave où il prépare un petit endroit pour l'enfant. C'est ainsi que Galdric passe une grande partie de son enfance dans la noirceur et l'humidité de la cave des Dumoulin, rue Dumoulin à Dumoulainville, avec pour seul éclairage la lueur d'une bougie. Les Dumoulin ont décidé d'un commun accord de dépenser le moins possible pour son bien-être, bien que chaque année, comme promis, ils reçoivent un appréciable montant d'argent qui apparaît sur le porche toujours à la même date. Cette importante somme devrait servir à le loger, le nourrir et l'habiller, mais les Dumoulin le dépensent plutôt pour gâter les jumelles. Alors, j'ai pas tout à fait fini la lecture du premier chapitre, mais bon, ça vous donne un peu une idée, la mise en situation de ce qui se passe dans cette histoire-là. Alors, c'est le premier roman jeunesse que j'ai écrit et il a été publié par les éditions L'Interligne en 2013. Vous pouvez encore l'acheter, il est disponible dans toutes les librairies. Par contre, il n'est pas disponible sur les tablettes, il faut le commander. Vous pouvez aussi le commander en ligne. Je vous ai laissé deux liens, le lien vers Amazon et le lien vers Renaud-Bré. Alors, ça vous donne des options pour savoir où l'acheter. Merci d'avoir écouté. Au revoir.